membres qui vont parler à travers M. Arnaud Berger. Donc je suis très content d'être parmi vous. Je vais appeler M. Trad à côté de moi aussi. Mais voilà, donc bonjour, je suis directeur développement durable donc, au groupe PPCE. C'est un groupe bancaire donc, fondé par les banques populaires, les caisses d'épargne, qui sont des réseaux mutualistes et qui sont peu connus dans le monde bancaire au niveau de leur structure juridique, les banques coopératives. Donc c'est une certaine diversité. Et comme le dit notre président, nous sommes un peu le jardin à l'anglaise dans les banques françaises, puisque nous avons effectivement une très grande diversité de structures juridiques et de modèles économiques, dont une, j'ai vu, Natixis, voilà, qui a créé un peu le lien aujourd'hui. Je n'ai jamais été au Liban, je ne connais qu'à travers la littérature, la culture, et je suis là uniquement pour cela, donc par ce lien informel et culturel. Donc, merci à Madame la Présidente de m'avoir invité. Je vous avais dit un petit peu ce côté béotien que j'avais sur le sujet. Mais maintenant, j'ai suivi les 3 tables rondes et il faut essayer de travailler sur l'exercice, de voir comment la diversité culturelle, l'expertise, peut être un facteur aussi, à travers les ponts qui sont jetés entre le Liban et la France, un facteur sur le développement durable, ce qui n'est pas facile, j'ai l'impression, quand on travaille dans la banque. Alors, et pourtant, la banque peut avoir un rôle central dans ce domaine, quel que soit le pays. C'est un biologiste de formation qui vous parle, c'est ingénieur dans l'industrie et qui a finalement mal fini puisque je travaille dans la banque. Mais en plus, je l'ai choisi et je vais vous dire pourquoi. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, ce que l'on a et ce que l'on voit dans les premières tables rondes, c'est que la diversité humaine apporte une certaine richesse. Elle se voit dans le management, elle se voit dans les organisations, mais tout le problème aujourd'hui, c'est de la matérialiser. Il y a un domaine parfois où on peut la matérialiser, c'est quand on décide de faire la fusion d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et on rapproche tout d'abord, quelle que soit la culture, les chiffres. Ensuite, on rapproche les organisations, et une fois qu'on a fait les organisations, on essaie de rapprocher les hommes. Et ça marche si les hommes s'entendent. C'est généralement ce qu'on arrive à voir. Et on a rarement regardé les problèmes parfois que l'on pouvait avoir de rapprochement des entreprises sur le fait humain et le problème justement de l'inconciliation parfois des individus. Mais pourtant, on sait que le fait humain est très important dans l'entreprise et sa diversité aussi. Il y a un mouvement, quand on travaille sur le développement durable, qui titille quand même tous les correspondants du développement durable, c'est d'essayer de se mettre au même niveau d'égalité, à la limite, que l'acte de décision le plus important, c'est-à-dire la dimension financière. Et ce que l'on arrive à voir, et c'est ce que j'avais vécu moi dans mes premiers pas dans l'industrie, c'est qu'on commence à avoir des mouvements de financiarisation du développement durable, c'est-à-dire essayer de compter, d'exprimer en chiffres la valeur des critères qualitatifs dont font partie les critères sociaux, sociétaux et environnementaux. Donc cette comptabilisation, aujourd'hui, le problème du développement durable, c'est que quand vous voulez développer un business, vous rentrez les critères sociaux ou sociétaux, et finalement, dans l'esprit comptable, la dépense que vous allez faire est évaluée comme un coût pour l'entreprise et non pas comme un investissement. Je l'ai vécu justement dans l'industrie, où j'avais la chance d'avoir la holding à côté de moi, où cette même dépense pouvait être intégrée dans la valeur ajoutée à l'actionnaire. Donc, en fonction de l'usine où j'étais ou de la holding, j'étais traité soit comme un caillou dans une chaussure, soit comme une opportunité de richesse pour l'actionnaire. Donc, on est bien peu de choses face à un traitement comptable. Voilà maintenant le régime de mon passage à la banque, parce que l'intérêt de la banque, justement, c'est qu'après les comptables, ils peuvent transformer ces indicateurs qualitatifs, justement, dans l'approche bancaire. Donc, c'est là où ça peut être intéressant, c'est d'intégrer le développement durable dans la relation client. Le problème, comme l'a dit M. Trad, c'est que dans ce monde, tout est très normé. Il n'y a pas beaucoup de place à la fantaisie pour traiter ce sujet. Et pourtant, on peut le travailler sous 2 angles très différents, sous l'angle de l'expertise et sous l'angle de la diversité, justement. Et c'est ce qui nous a amené à travailler avec des banques du pourtour méditerranéen, à travers aussi, justement, le plan bleu de l'Europe sur la Méditerranée, arriver à concilier ses efforts sur l'économie, qu'on puisse tous très très bien manger, j'ai compris, mais aussi les problèmes de gérer les problèmes de pollution que ça va entraîner et d'impact sur l'eau, ou l'énergie, etc. Alors sur l'expertise,
on s'aperçoit que s'intéresser à l'environnement, c'est intégrer des critères environnementaux, sociaux ou sociétaux dans le financement. C'est comme ça qu'on peut générer du microcrédit, c'est l'analyse de la qualité humaine du porteur de projet à travers le financement que l'on va faire. Mais cette personne, elle a, on va dire, un profil différent de la personne classique. Elle est plus fragile financièrement. Il faut savoir pouvoir l'accompagner. Et en France, par exemple, c'est l'activité de microcrédit qui est assurée avec un financement, mais accompagnée par une association ou des individus, par d'autres, avec du bénévolat. C'est sur l'environnement, c'est intégrer les critères environnementaux dans les financements. Alors, on a essayé cette fantaisie, puisqu'en France, on a initié ces financements écologiques dans les années 90, en 1990, à accompagner nos clients vers le verdissement de leur économie, et à travers justement des outils financiers dédiés, que ce soit des prêts à taux fixe, je précise, et donc, je sais que c'est important, et notamment pour la rénovation thermique des bâtiments, les maisons écologiques, voire même les maisons ossature bois, etc. Donc, ce qu'il y avait, c'était, et ce qui peut nous rapprocher demain, c'était le partage de cette expertise, et le partage aussi de l'organisation de ces financements entre ceux que je collecte. Donc nous, par exemple, auprès de nos épargnants, nous nous engageons à utiliser 100% des sommes versées sur l'environnement au financement de l'environnement, et 100% évidemment de l'enveloppe du livret, on va dire du fonds d'épargne, au financement. Donc atteindre les 100% pour nous, c'est un succès, parce que comme ça, on sait que l'ensemble de l'argent est utilisé pour des biens d'investissement, des particuliers, des pros et des professionnels, excusez-moi, des PME. La diversité culturelle, est elle-même à nous rapprocher, je le pense. Quand on dit qu'il n'y a pas d'union pour la Méditerranée, ou que le plan bleu n'existe pas, Madame la sénatrice l'a dit, il peut déjà y avoir une organisation informelle. Et on a déjà, nous, eu l'honneur d'être invités pour partager ce que l'on savait sur les financements écologiques. Et parfois, on m'a dit, mais il ne faut peut-être pas tout donner non plus, comme information. Et c'est pas grave. Si on a fait un bout du chemin, qu'on le présente à des banques libanaises, qu'elles arrivent à montrer qu'à travers les financements écologiques, on améliore la qualité du bâti, on améliore la qualité de la pression sur l'eau, on améliore le développement de l'énergie, et notamment de l'énergie renouvelable, on reprendra cet exemple derrière, parce qu'il y a aussi quelque chose qui peut nous unir, c'est la qualité du droit et la qualité de la comptabilité qui généralement est partagée au type continental. Donc, c'est aussi cette diversité aussi de l'approche culturelle qui permet de voir comment on s'est organisé entre pays, qui permet de mieux échanger là-dessus, et évidemment, on arrive beaucoup mieux à échanger qu'on a des liens assez forts. Par contre, il y a quelque chose d'important. Dans le photovoltaïque, et là, c'est les années prochaines, parce qu'on est dans une mondialisation qui aujourd'hui essaie d'unifier les choses, et à la limite avec une culture mondiale. Donc là aussi, ça ne va pas être facile d'être fantaisiste. Et on a vu une chose sur le photovoltaïque au niveau mondial, c'est que l'évolution du marché du photovoltaïque et de sa rentabilité a vu la suppression en 2 ans, on est passé de 750 PME à 150 PME. Donc, cette rentabilité ou cette financiarisation que l'on veut à travers la mondialisation de l'environnement, ça n'accompagnera pas forcément d'une logique de filière entre PME et grands groupes, mais plutôt d'une strate économique entre les PME d'un côté et les grands groupes de l'autre. Et alors on le vit en France parce qu'on a certains grands groupes qui sont énormément concentrés sur l'énergie, et on a vraiment une différence. Et là, dessus, c'est comment on va pouvoir travailler avec des différences de rentabilité. Parce que monsieur, comme vous disiez, que les banques ne se mobilisent pas ou qu'on ne se mobilise pas sur la protection de l'environnement ou l'eau, c'est juste, vous mettez la rentabilité de l'énergie renouvelable à 14% de PRI projet, et tout le monde y va. Ou 30%, ou 20%. Et je vois des sourires dans la salle, amis banquiers. Donc, la vraie question de ces marchés, c'est leur rentabilité. Il faut faire attention, par contre. Nous avons tous hâte d'atteindre ce seuil de la rentabilité, parce que nous savons que ça lèvera énormément de barrières à la capacité de mobilisation financière des banques sur ces marchés. Mais qui aura la plus grande capacité de financement aura le marché demain, et pas forcément nous. Et c'est pour ça que c'est très important demain de structurer le marché des PME
et de la croissance verte aussi dans les PME et dans une logique de filière entre les grands groupes, qui soient libanais, français, et le tissu des PME entre elles, parce que sinon, le marché pourra venir d'ailleurs. Voilà, parce que c'est qui aura la plus grande capacité. Je pense que le prochain sommet de la Terre, on parle de la parité réseau dans les énergies renouvelables, et on commence à le voir d'ailleurs sur des marchés comme la Turquie ou autres, on commence, je pense, à avoir des prix vraiment très très intéressants de l'énergie renouvelable, et on parle tous d'une parité réseau mondiale à peu près dans les années 2017-2020, ce qui voudra dire qu'il n'y aura plus de frein financier à la mobilisation financière sur les énergies renouvelables, et je pense que Rio, dans 10 ans, ce sera de se dire comment on va maîtriser, plutôt réguler le marché des énergies renouvelables, si tant est qu'on puisse encore le capter dans nos territoires et pas que l'exemple nous vienne d'ailleurs. Voilà l'exemple qu'il peut y avoir sur l'aspect banque et développement durable. En interne, c'est une richesse. En tant qu'entreprise, on le partage tous. L'intérêt maintenant, c'est de pouvoir la démontrer à travers les comptes de résultats, et vous le disiez, l'article 47, pour dire qu'on ne fait pas du greenwashing, mais que c'est réel, une politique sociale basée sur la mixité, l'égalité hommes-femmes, comme vous l'avez dit, et je sais que ça vous est cher, voilà. Mais aussi l'approche différente entre les pays doit pouvoir montrer que ça profite à la rentabilité de l'entreprise. D'un autre côté, dans la relation client, il y a énormément de choses à faire à travers les financements. Pour cela, il y a à peu près 3 outils aujourd'hui. C'est assurer le refinancement, donc là, vive les banques libanaises, puisque je sais qu'on peut aller les voir maintenant sur le refinancement, mais travailler aussi comme on dit sur des nouveaux marchés, sécuriser ces marchés avec des fonds de garantie. Nous nous y employons au niveau européen et on partage notre expérience avec d'autres. Et puis, valoriser ces financements. On avait un marché dont on a beaucoup parlé pendant des années, c'est le marché carbone. Et juste pour voir, le marché carbone est en train d'émerger énormément, pays par pays, au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, en Australie, en Amérique, parce qu'il est lié aussi aux technologies d'efficacité énergétique. Et donc on n'a pas un, mais plusieurs marchés carbone qui vont se développer avec justement des forces de financement concurrentes sur nos marchés. Voilà ce que je pouvais dire sur diversité, expertise.